Au bon tempo. Lu par Livre Académie. Introduction. Un ami entrepreneur avait une idée brillante de start-up. Convaincu de tenir un projet révolutionnaire, il se lança en 2001. Malheureusement, c'était juste après l'éclatement de la bulle Internet. Les investisseurs venaient de perdre de l'argent, le marché était frileux, et même les meilleures idées avaient peu de chances de survivre. Résultat, après quelques mois d'efforts, l'entreprise fait faillite. Quelques années plus tard, une autre équipe reprit exactement la même idée. Même concept, même technologie, même proposition de valeur. Mais cette fois-ci, le contexte avait changé. Le marché était mûr, les usages numériques s'étaient installés et les investisseurs étaient de retour. Le projet, alors, devient un succès mondial. Ce qui a fait la différence, pas l'intelligence, pas le travail, pas même l'originalité de l'idée. La clé, c'était le moment. Le timing est un facteur invisible mais décisif. Nous aimons croire que le succès repose sur deux piliers, la compétence et l'effort. On répète souvent que si tu travailles dur et que tu es talentueux, tu réussiras. Pourtant, cette formule est incomplète. Car un troisième facteur, souvent ignoré, pèse tout autant, le timing. Comme le dit joliment Horace, philosophe latin, il est des moments où le temps vole et d'autres où il rampe. L'art est de savoir le saisir quand il passe. Prenons quelques exemples. Des études montrent que les juges accordent plus facilement une libération conditionnelle le matin que l'après-midi, simplement parce que leur niveau d'énergie baisse. Dans les hôpitaux, les erreurs médicales augmentent significativement en fin de journée, lorsque la fatigue se fait sentir. Les ventes en ligne ou les campagnes marketing connaissent des résultats radicalement différents selon l'heure ou le jour où elles sont lancées. Ces différences ne sont pas dues au hasard. Elles révèlent une vérité fondamentale. Nos vies suivent des rythmes invisibles et apprendre à en tenir compte change nos décisions. Pourquoi ce livre? La plupart du temps, nous faisons nos choix de timing à l'instinct. Nous commençons un projet parce que ça semble être le bon moment. Nous remettons une décision à plus tard sans savoir pourquoi. Nous enchaînons nos journées sans tenir compte de nos pics et creux d'énergie. Parfois, l'intuition tombe juste. Mais trop souvent, elle nous trompe. Et si nous pouvions nous appuyer sur autre chose qu'un simple pressentiment? Et si le timing n'était pas un art flou, mais une science accessible? Ce livre a pour but de répondre à cette question. Il ne vous donnera pas des recettes rigides, mais des principes simples, appuyés par des recherches scientifiques, des histoires réelles et des conseils pratiques. Vous découvrirez pourquoi certaines heures sont meilleures pour se concentrer, réfléchir ou créer. Comment les débuts, les milieux et les fins influencent nos comportements. De quelle manière la synchronisation avec les autres renforce notre efficacité collective. Et surtout, comment appliquer tout cela dans votre quotidien. Un guide pratique et accessible. Que vous soyez étudiant, salarié, entrepreneur, parent ou simplement curieux, vous y trouverez des repères concrets pour planifier vos journées de manière plus efficace. Relancer votre énergie quand elle faiblit. Donner plus de sens à vos projets. Et prendre de meilleures décisions, simplement en respectant le bon moment. Car au fond, réussir ce n'est pas seulement savoir quoi faire ou comment le faire. C'est aussi savoir quand le faire. Bienvenue dans l'art du timing. Chapitre numéro 1. Le rythme caché de nos journées. L'horloge intérieure. Toute journée est traversée par une marée d'énergie que nous croyons domptée par la volonté, alors qu'elle obéit d'abord à une horloge biologique. Cette horloge règle la vigilance, la température corporelle, l'humeur, la capacité de mémorisation et d'inhibition, et dessine une courbe simple. Un pic de clarté mentale qui survient après le réveil, un creux sensible à la mi-journée, puis un rebond en fin d'après-midi. À cela s'ajoutent des différences individuelles, les chronotypes. Certains se lèvent tôt et s'alignent naturellement sur le matin, d'autres s'éveillent plus tard et trouvent leur pleine puissance quand la lumière baisse, la majorité se situe entre les deux. Reconnaître ce schéma n'est pas une coquetterie théorique. C'est une condition pratique pour cesser de lutter contre la physiologie et transformer le temps en allié. Quand l'horloge interne pousse vers l'attention soutenue, la pensée est plus nette, les décisions sont plus stables, l'erreur plus rare. Quand la courbe descend, le contrôle cognitif s'amenuise, la distraction pénètre, l'impulsivité augmente, l'analyse se brouille. Quand elle remonte, la rigidité se relâche, l'esprit s'autorise des associations moins évidentes,
l'intuition trouve des chemins qu'elle n'apercevait pas à froid. Ignorer ce va-et-vient, c'est multiplier les frictions, gaspiller la discipline dans les heures défavorables et dilapider les meilleures heures dans des tâches indignes d'elle. L'exigence n'est pas d'être performant en continu, elle est d'être pertinent au bon moment. Voir la journée comme une partition change la manière de jouer. On n'y met pas la même intensité selon la mesure, on n'attend pas de la contrebasse le rôle du violon, on n'écrase pas tous les temps d'un même volume. Cette lucidité n'a rien d'abstrait, elle se cultive par l'observation. Pendant quelques jours, notez simplement l'heure à laquelle l'esprit perce, celle où il s'épaissit, celle où il devient plus souple, suffit pour révéler une courbe personnelle. Cette courbe deviendra le cadre de toutes les décisions de timing qui suivent. Orchestration de la journée. L'enjeu n'est plus de faire plus, mais d'aligner ce qu'il faut faire sur l'instant où cela a le plus de chances de réussir. Le matin, tant que la vigilance est haute et les interférences faibles, la priorité va aux tâches qui exigent de la précision. Clarifier une stratégie, écrire un texte dense, résoudre un problème chiffré, arbitrer un choix délicat. Ce n'est pas le moment de s'éparpiller dans des sollicitations fragmentées. C'est l'heure de l'attention profonde, celle qui gagne à être protégée par un environnement calme, une fenêtre de temps réservée, un rituel d'entrée claire. À l'approche de la mi-journée, le fameux creux commence, digestion, baisse de tonus, relâchement de l'inhibition. Plutôt que de le nier, il vaut mieux l'utiliser pour des tâches peu coûteuses mentalement, des échanges légers, des suivis, des vérifications simples. On peut y placer des réunions brèves orientées décision quand l'enjeu est modeste, des réponses courtes, des actions d'entretien qui avancent sans drainer la réserve d'attention. En fin d'après-midi, quand revient un second souffle, la pensée gagne en plasticité. C'est un terrain favorable au cadrage d'idées nouvelles, aux esquisses créatives, aux itérations qui demandent de la souplesse, aux discussions où l'on cherche des voies originales plutôt que des verdicts serrés. Cette orchestration générale doit être adaptée au chronotype. Lève-tôt avancera son bloc analytique, couche-tard le décalera et protégera le soir pour produire, l'intermédiaire gardera la structure classique en veillant à ne pas surcharger le milieu de journée. Ce qui compte, c'est la cohérence. Accorder le niveau d'exigence cognitive d'une tâche à la pente de la courbe, réserver le cœur de la journée mentale à ce qui pèse vraiment, reléguer le reste aux marges. Le détail des horaires importe moins que la logique d'ensemble. 2 principes suffisent à guider les arbitrages. Placer le travail profond dans la lumière la plus nette, placer l'exploration dans la lumière la plus douce. À cette logique s'ajoute l'écologie des débuts et des fins. Commencer net, c'est entrer dans la journée par une action courte mais signifiante qui donne le ton et active l'élan. Finir net, c'est clôturer par une note claire qui prépare la reprise du lendemain. En ouvrant et en fermant proprement, on stabilise la cadence, on limite l'effet de traîne, on évite d'exporter du désordre vers le jour suivant. Les pauses, récupération et continuité. Une journée sans pause ressemble à une phrase sans virgule. Elle fatigue le lecteur et appauvrit le sens. La pause n'interrompt pas la performance, elle la rend possible à nouveau. Courtes et régulières, elles évitent que le creux n'emporte tout. Se lever, marcher quelques minutes, regarder au loin, boire de l'eau, respirer plus profondément, changer de posture. Ces gestes simples réinitialisent l'attention à bas coût et préviennent l'erreur. Une sieste brève rend la vigilance à son niveau utile sans lourdeur. Un silence court protège l'esprit du bruit ambiant, une conversation légère restaure la motivation par le lien social. La récupération s'organise comme le travail. Elle se planifie en amont pour ne pas dépendre de l'épuisement. Mieux vaut interrompre avant de se heurter au mur que s'obliger à le traverser frontalement. Ce rythme de reprise est d'autant plus efficace qu'il s'articule avec des transitions claires. Fermer un bloc par une ligne de synthèse, noter la prochaine action, ranger l'espace immédiat, décider de l'heure de réentrée. Le soir, la coupure gagne à être concrète. Rituel simple, lumière adoucie, écran réduit, signale au corps que la descente s'amorce. Le sommeil n'est pas un luxe moral. C'est l'ingénierie invisible de la journée suivante. Sans lui, le pic matinal s'écroule, la lassitude déborde, le rebond se réduit à une agitation improductive. La continuité naît de ces boucles quotidiennes où l'on charge, décharge et recharge à nouveau. À l'échelle d'une semaine, on peut étendre le principe, choisir un jour où l'on concentre les tâches administratives, réserver une matinée entière à un chantier exigeant, accorder un après-midi à l'apprentissage. Là encore, la réussite ne vient pas d'une intensité héroïque mais d'une fidélité calme au rythme qui nous porte. Au fil des jours,
le bénéfice s'accumule, moins d'erreurs dans les heures critiques, plus de régularité dans le travail profond, davantage d'idées utiles quand l'esprit devient plus souple, moins de culpabilité pendant le creux parce qu'il est devenu un outil plutôt qu'une faute. Le temps cesse d'être un adversaire et devient un terrain. Ce chapitre n'a pas cherché des recettes spectaculaires. Il a posé une grammaire. Observer sa courbe, orchestrer la journée selon son relief, insérer des respirations qui soutiennent la cadence. Ces 3 gestes suffisent à déplacer la qualité d'une journée de travail sans ajouter d'heures ni de pression. La suite du livre prolongera cette grammaire à l'échelle des projets, en montrant comment débuter, traverser le milieu et conclure au moment juste. Ici, un seul impératif demeure. Respecter la musique du jour pour jouer juste. Chapitre numéro 2. Les moments clés d'un projet. Les débuts. Commencer n'est pas seulement poser la première pierre, c'est fixer la pente de tout ce qui suivra. Le début crée une inertie psychologique. Il cadre l'ambition, oriente l'attention, détermine le niveau d'exigence et le sens du possible. Un lancement nébuleux engendre des journées flottantes. Un départ net installe une cadence. Le temps possède une propriété singulière. Certains points du calendrier amplifient l'élan. Les seuils, premier jour, première semaine, anniversaire, rentrée, saison qui change, agissent comme des portes symboliques. Ils séparent ce qui a été de ce qui commence et donnent à l'esprit l'impression d'un nouveau soi plus libre des erreurs passées. Tirer parti de ces seuils ne relève pas de la superstition mais de l'ingénierie motivationnelle. On s'adosse à une énergie de recommencement que le cerveau produit spontanément. Un bon début clarifie l'intention en une phrase courte, choisit un terrain d'attaque qui réduit la dispersion et découpe un premier mouvement suffisamment concret pour être accompli dans une fenêtre serrée. La densité prime sur la durée. Mieux vaut un bloc court, focalisé, achevé proprement, qu'une longue séance confuse qui se termine sans contour. Le démarrage gagne à rendre visible l'avancée. Un espace de travail net, un document principal nommé sans ambiguïté, une page d'ouverture qui pose le cap, un critère de réussite immédiat. Il ne s'agit pas d'empiler des outils. Il s'agit d'un geste de fond. Couper le bruit, déclarer le projet à soi-même, matérialiser un premier pas qui change l'état du monde de rien n'existe à quelque chose existe. Dans le début, le doute est normal. Plutôt que de le traiter comme un obstacle, on le canalise en questions productives. Qu'est-ce que je veux obtenir exactement? Pour qui? Avec quoi? D'ici quand? On évite les grands plans cotonneux. On cherche la trace concrète qui prouve que le projet a pris. Le matin d'un lancement, on n'attend pas l'inspiration, on crée les conditions de son apparition. Un créneau protégé, une matière première prête, une consigne claire, un seuil d'entrée simple. Commencer, c'est aussi fixer la relation au risque. Accepter que la perfection n'appartient pas au premier jet, refuser que la peur de décevoir stérilise l'initiative, orienter l'exigence vers la régularité d'action plutôt que la mise en scène du génie. Un bon début honore le réel. Il nomme les contraintes, choisit et renonce, installe une cadence soutenable. À partir de là, la gravité du temps travaille pour vous. Le milieu. Tout projet traverse un milieu où l'énergie se tasse, la nouveauté se banalise et la distance jusqu'au but semble encore trop grande pour réjouir. C'est un terrain dangereux. L'ennui peut mener à la dérive, la surcharge à l'abandon discret, l'inertie à l'auto-justification. Pourtant le milieu possède une vertu paradoxale. Bien exploité, il réveille. Le pivot vient d'un constat lucide. Ce qui a fonctionné au démarrage cesse d'être suffisant. On ne cherche pas un surcroît d'héroïsme, on cherche une nouvelle architecture d'attention. Le milieu demande de recadrer la métrique. Au début, on mesure l'existence. Au milieu, on mesure le progrès pertinent. Ce glissement oblige à rendre visibles les écarts. Ce qui est terminé, ce qui est en cours, ce qui bloque. Sans théâtraliser, on rend public au moins à soi-même des mi-temps réguliers. État d'avancement, écart avec le cap, décision prise. L'effet n'est pas bureaucratique, il est motivant par clarté. Le milieu gagne à introduire un repère fort, un jalon qui coupe la distance restante en unités signifiantes. Un mid-point assumé agit comme un coup de fouet. La moitié étant dépassée, chaque pas pèse davantage. L'esprit se recentre sur ce qui compte vraiment. L'attention passe du « faire beaucoup » au « faire juste ». On retire du trajet les efforts ornementaux, on réalloue du temps au levier. Dans cette phase, la routine peut devenir alliée si elle est choisie. Cadence fixe, créneau stable, rituel d'entrée et de sortie qui diminue le coût d'activation.
Le milieu est aussi le moment d'un ajustement stratégique. Le projet révèle ce qu'il est, non ce qu'on imaginait. Plutôt que de s'arc-bouter, on affine, on simplifie une promesse, on élimine une fonctionnalité coûteuse, on resserre l'audience. La qualité augmente quand l'ambition se précise. Enfin, le milieu réclame une gestion active de l'énergie. Alterner tension et relâchement, protéger des îlots de travail profonds, se ménager des marges de récupération pour éviter la dette de fatigue qui ruine la fin. Les décisions prises ici déterminent la texture de l'arrivée. Un milieu lucide construit la possibilité d'une conclusion solide. Un milieu passif condamne à sprint final chaotique ou à fade abandon. Les fins. La fin n'est pas un point posé après coup. C'est un aimant qui a tiré le projet depuis l'origine. Approcher de l'échéance modifie la perception. La valeur du temps restant augmente, l'intention se concentre, le désir de clôture s'aiguise. Cette tension peut paralyser si l'on confond finir et parfaire. Finir, c'est fermer proprement, livrer une version cohérente, assumer ce qu'elle contient et ce qu'elle ne contient pas, écrire l'histoire minimale d'un produit, d'un texte, d'une décision qui tient debout sans excuse. Parfaire, c'est prolonger indéfiniment un polissage qui n'ajoute plus de valeur. La fin réussie commence par une décision de définition. Que signifie « terminer » dans ce contexte précis? On précise des critères observables, on pose une date, on s'engage à arrêter quand ces critères sont remplis. Cette clarté libère l'énergie en évitant l'horizon fuyant. En pratique, la fin appelle deux mouvements simultanés. D'un côté, un resserrement. On coupe les embranchements secondaires, on concentre l'effort sur les éléments vitaux, on accélère les boucles de validation, on réduit la latence entre les itérations pour garder le fil tendu. De l'autre, une élévation. On redonne du sens à l'ensemble, on rappelle la promesse initiale, on vérifie l'alignement entre l'objet produit et l'intention qui le justifie. Sans cette double action, précision opératoire et récapitulation de sens, la fin devient mécanique ou lyrique, jamais juste. La temporalité des derniers jours doit être dessinée. Bloc court et serré pour exécuter, checkpoint fréquent pour décider, marge prévue pour absorber l'imprévu, clôture formelle qui marque l'achèvement. On n'atterrit pas au hasard. On suit une procédure d'approche, on garde un carburant de réserve, on annonce la piste. Quand vient le moment, on arrête. La clôture mérite un rituel, un document final qui consigne ce qui a été fait et appris, une synthèse honnête qui note les réussites, les erreurs, les surprises utiles, une décision claire sur la suite, diffusion, pause, itération, abandon. Ce geste scelle le sens et libère l'attention pour le projet suivant. Les fins, parce qu'elles sont mémorielles, colorent le souvenir de l'effort. Soigner la sortie, c'est protéger la motivation future. Ce chapitre a suivi la respiration d'un projet, l'élan du départ, la gravité du milieu, la focalisation de la fin. Le temps n'y est pas un décor, mais un levier. Un début dessine la pente, un milieu corrige la dérive, une fin convertit le travail en résultat et en apprentissage. En apprenant à préparer les seuils, à piloter les mi-temps et à concevoir des atterrissages intentionnels, on transforme des efforts dispersés en trajectoires maîtrisées. Le chapitre suivant étendra cette logique au collectif. Quand plusieurs horloges se rencontrent, la qualité du temps partagé devient la condition de la réussite commune. Chapitre numéro 3. Le temps partagé. Réussir avec les autres. Synchroniser des horloges différentes. Travailler seul, c'est gérer une seule horloge. Travailler avec d'autres, c'est aligner des horloges qui battent chacune leur propre mesure. La qualité d'une équipe dépend moins de la somme des talents que de la façon dont ces mesures se rencontrent. Le temps partagé commence par une évidence trop souvent ignorée. Personne n'a la même journée intérieure. Certains convergent tôt, d'autres tard. Certains s'échauffent lentement, d'autres démarrent à froid. Le rôle du collectif est de transformer ces décalages en avantages, pas de les lisser jusqu'à l'inaction. On n'impose pas un métronome unique, on cherche un motif commun. La synchronisation ne naît pas des slogans, mais des repères concrets. Elle s'obtient quand chacun sait quand l'équipe pense, quand elle exécute, quand elle respire. Un calendrier sans relief plonge les efforts dans la confusion. Une cadence stable offre des points d'ancrage qui diminuent le coût d'entrée dans chaque tâche partagée. La règle n'est pas la rigidité, c'est la prévisibilité. Si l'on sait que le matin sert le raisonnement serré, que le milieu de journée absorbe les échanges légers, que la fin d'après-midi ouvre la porte aux idées nouvelles, on oriente naturellement les activités au moment où elles ont le plus de chances de réussir, et l'on ménage des exceptions quand un enjeu l'exige.
La confiance s'installe quand le temps cesse d'être une négociation permanente. La synchronisation gagne aussi à reconnaître le rôle des signaux faibles. Une réunion commence à l'heure réelle, non à l'heure promise. Un document circulé la veille vaut mieux qu'un déferlement de fichiers au dernier moment. Une décision annoncée avec un délai précis évite l'érosion de l'attention. Chaque détail temporel porte un message implicite sur la manière de travailler ensemble. Quand les signaux concordent, l'équipe adopte une respiration commune. Quand ils se contredisent, la coopération s'effrite sans bruit. Cadence, rituel et espace de friction utile. Une équipe performante alterne tension et relâchement avec discernement. Elle crée des blocs d'attention protégés pour produire ensemble, des fenêtres d'échange courts pour accorder les violons, des respirations programmées pour éviter la fatigue qui déforme les décisions. Les rituels ne sont pas des ornements, ce sont des rails. Un point bref d'ouverture fixe le cap du jour, ferme les boucles ouvertes de la veille, clarifie les priorités du prochain bloc. Un rendez-vous de milieu de semaine recadre la trajectoire, retire les tâches qui ne servent plus, redistribue l'effort vers les leviers. Une clôture nette marque l'achèvement d'un cycle, capture l'apprentissage et prépare la reprise. Ces gestes simples donnent au temps partagé une structure lisible. Ils réduisent l'anxiété logistique, abaissent le bruit de coordination et laissent plus d'énergie pour l'essentiel. La cadence n'élimine pas la friction, elle la canalise. Il faut des espaces où l'on débat franchement, où l'on teste des hypothèses, où l'on confronte des points de vue incompatibles sans personnaliser l'opposition. Mais ces espaces doivent être bornés par une durée, un but et une sortie. Un débat sans horizon consume l'attention, un débat cadré la fertilise. La qualité de la discussion dépend du moment où elle se tient. Tôt, l'esprit tranche mieux. Plus tard, il associe mieux. On choisit l'heure selon la nature du sujet. Les décisions serrées réclament la clarté. Les explorations demandent la plasticité. La même logique vaut pour les revues de travail. On distingue l'atelier où l'on construit de la revue où l'on juge, on évite de brouiller les signaux en réinventant les objectifs pendant l'exécution. L'équipe se protège aussi en respectant la granulation du temps. Un créneau de 25 minutes permet d'avancer une brique, un créneau d'1 heure autorise une séquence complète, une demi-journée ouvre la porte à un véritable saut. En mélangeant sans cesse les tailles de tâches, on dilue l'impact. En les regroupant, on gagne en vitesse et en satisfaction. Enfin, tout collectif qui dure assume la récupération comme une compétence. Pause courte planifiée, respiration commune, pas de glorification de l'épuisement, droit à la coupure quand l'erreur deviendrait probable. Ce socle d'hygiène n'est pas une faveur, c'est une politique de qualité. On ne demande pas aux membres d'être héroïques, on leur offre un cadre où l'héroïsme devient inutile. Décider, négocier, livrer au bon moment. Le temps partagé atteint son point critique au moment de décider. Une décision prise trop tôt par peur de la complexité fige un mauvais choix. Prise trop tard par perfectionnisme, elle gaspille l'élan. La fenêtre juste est celle où l'information marginale n'améliore plus la pertinence du verdict autant qu'elle retarde son effet. Pour la repérer, on fixe dès l'ouverture la date de décision, les critères observables, la personne qui tranche, la forme de l'annonce. On ne laisse pas la conclusion se dissoudre dans des échanges infinis. On la prépare comme un atterrissage. L'heure de la décision compte. Tôt dans la journée, on réduit l'ambiguïté. Plus tard, on tolère mieux la nuance. Une équipe qui sait ce qu'elle cherche choisit le matin. Une équipe qui explore des compromis subtils peut accepter le rebond de l'après-midi. La négociation suit la même logique. On n'entre pas en discussion lorsque la fatigue domine. On choisit un moment où les deux parties disposent d'attention, d'oxygène mental et d'un horizon de temps compatible avec la complexité du sujet. L'ouverture gagne à être concrète, l'échange gagne à alterner écoute et reformulation, la conclusion gagne à sceller les décisions par écrit dans un délai proche de la réunion pour éviter l'évaporation des engagements. Le timing du collectif, c'est aussi la discipline du « quand dire non » et du « quand dire oui ». Dire non trop tôt ferme des options utiles. Dire non trop tard ferme la possibilité d'exécuter correctement. Dire oui trop tôt engage des ressources sans clarté. Dire oui trop tard coûte la fenêtre d'opportunité. La réponse juste intervient quand le coût de l'attente dépasse le bénéfice de l'information supplémentaire. On l'atteint plus vite quand les attentes sont explicites, quand les dépendances sont cartographiées, quand chacun connaît les cadences des autres. Enfin, livrer ensemble exige un respect précis des fins.
On annonce une date réaliste, on construit un chemin réversible jusqu'à cette date, on réduit la variabilité dans les derniers mètres, on prévoit des marges pour l'imprévu, on stabilise la version finale avant la publication. Une livraison réussie ne tient pas à l'héroïsme du dernier soir mais à la préparation des semaines précédentes. Boucle de validation rapprochée, responsabilité claire, décision visible, rythme tenu. La sortie n'est pas qu'un transfert d'objets, c'est un acte social. On remercie, on documente, on archive, on ferme. Ce geste protège la mémoire de l'équipe et la disponibilité mentale pour la prochaine mission. Le temps partagé n'a rien d'abstrait. Il se mesure à la facilité avec laquelle l'équipe entre dans le travail, traverse les désaccords, sort des réunions avec des actions nettes, livre ce qu'elle promet sans violence faite aux personnes. Quand le calendrier devient lisible, quand les rituels soutiennent la cadence, quand les décisions respectent les fenêtres utiles, la coopération cesse d'être une lutte et devient une force d'accélération. Le chapitre suivant transformera ces principes en un agenda personnel du bon moment pour articuler la science du timing avec la réalité mouvante d'une semaine, d'un mois, d'une année. Chapitre numéro 4, de la théorie à la pratique. Créer son agenda du bon moment. Cartographier son temps réel. Passer de l'idée à l'action commence par une carte fidèle du terrain. Il ne s'agit pas de dessiner la journée idéale, mais de regarder la journée telle qu'elle se déroule, sans jugement. Pendant quelques jours, notez à heure fixe ce que vous faites, ce que vous ressentez et ce que vous produisez réellement. 3 colonnes simples suffisent pour révéler un relief. Au fil des entrées, la courbe personnelle apparaît, un pic de netteté après le réveil, un tassement autour de la mi-journée, un retour de souplesse en fin d'après-midi, avec des nuances selon que vous êtes lève-tôt, couche-tard ou intermédiaire. Sur cette carte, ajoutez les contraintes non négociables qui découpent votre temps, horaires familiaux, réunions récurrentes, trajets, obligations fixes. Puis repérez vos ancrages positifs, ces moments qui vous portent naturellement, un créneau où l'écriture coule sans effort, une marche qui clarifie, une plage d'études qui avance presque seule. Le but n'est pas de tout optimiser, c'est de voir où le temps vous aide déjà et où il vous résiste. La cartographie inclut aussi le bruit invisible, notifications qui morcellent l'attention, sollicitations floues, rendez-vous sans objet clair, promesses vagues qui pèsent sur l'esprit. Chaque source de bruit a un coût d'activation et de récupération. Les rassembler sur la carte permet de mesurer leur poids réel. Dans cet inventaire, distinguez l'intensité cognitive des tâches de leur urgence apparente. Beaucoup de tâches pressées sont légères, beaucoup de tâches lourdes n'aboient pas. Cette distinction guide tout le reste. Vous placerez la lourdeur dans la lumière et la légèreté dans l'ombre, la décision serrée au moment du tranchant et l'exploration au moment de la plasticité. Enfin, donnez un nom à votre objectif du moment. Un agenda du bon moment n'est pas un décor abstrait, il sert un cap précis. Que cherchez-vous à faire grandir dans les prochaines semaines? Une compétence, un produit, une thèse, une santé, une relation. Le temps s'aligne mieux sur une intention prononcée à voix haute que sur un souhait diffus. Composez l'agenda du bon moment. À partir de la carte, on compose. Une journée efficace ressemble à une phrase claire. Une entrée nette, un cœur dense, une sortie propre. L'entrée prépare le pic, réveil sans précipitation numérique, geste d'ouverture qui signale au corps et à l'esprit l'activité dominante de la matinée, matière première prête pour éviter l'hésitation. Le cœur exploite la lumière. Un bloc de travail profond protégé, sans dispersion, où l'on avance ce qui compte vraiment et où l'on refuse poliment les intrusions. La sortie ferme les boucles. Synthèse rapide de ce qui a été fait, décision de la prochaine action, mise à plat de ce qui reste ouvert afin de ne pas exporter le désordre vers le soir. Entre ces 3 temps, des transitions franches amortissent la dérive. Une vraie pause qui restaure, un déplacement qui oxygène, un silence qui nettoie la tête. La composition doit respecter votre chronotype. Si votre clarté est matinale, installez 2 fenêtres hautement protégées avant midi et déplacez la coopération légère après le déjeuner. Si votre puissance monte tard, autorisez un démarrage progressif, concentrez le profond en fin de journée et ménagez une clôture stricte pour protéger le sommeil. Dans tous les cas, bâtissez une semaine qui respire. Le lundi donne l'élan, le milieu de semaine concentre l'exécution, le vendredi élève le regard et clos. Adaptez le motif à votre réalité, mais gardez une structure répétable. Réunissez les tâches de même nature pour réduire les changements de contexte. Regroupez le courrier plutôt que de le saupoudrer.
Fixez des heures de réponse connues pour vous et pour les autres afin d'éduquer l'entourage à votre cadence. Réservez des îlots sans rendez-vous qui survivront aux aléas et serviront de refuge au travail profond. Défendez-les comme on défend un engagement sérieux, car c'en est un. Décidez à l'avance des conditions d'accès à votre attention. Quand vous êtes joignable, par quel canot, pour quel motif. La clarté soulage tout le monde et augmente la qualité de ce qui reste. Traitez les débuts et les fins comme des artefacts concrets. Un projet démarre par une trace visible. Page créée, dossier nommé, premier livrable minuscule mais réel. Une fin se scelle par un document bref qui dit ce qui a été fait, ce qui ne l'a pas été et pourquoi, et ce que vous décidez pour la suite. Cette matérialité rend le temps fiable. Il laisse des marques, il raconte une progression. Et n'oubliez pas la récupération comme partie intégrante de la partition. Programmez des pauses avant l'épuisement, une respiration plus longue au milieu de la journée, un sas de décélération le soir. Le sommeil devient un objectif de projet. Sans lui, l'agenda le plus élégant se dégrade en plan d'épuisement. Tenir, ajuster, apprendre. Un agenda n'est pas un carcan. C'est un pilote automatique que l'on corrige en vol. La première semaine, tout paraît neuf. La troisième, le réel présente la facture. C'est normal. Ce qui compte, c'est d'installer une boucle courte d'observation et d'ajustement. En fin de journée, 2 minutes suffisent pour noter ce qui a tenu, ce qui a glissé, ce qui a surpris. En fin de semaine, 10 minutes pour relire ses notes et décider d'un seul ajustement à tester la semaine suivante. Un changement à la fois augmente la probabilité d'ancrage, 10 changements à la fois n'en installent aucun. Lorsque la vie bouscule la cadence, imprévu, déplacement, saison qui tourne, appliquez la stratégie du minimum vital. Identifiez les 2 ancrages qui maintiennent le système vivant, gardez-les coûte que coûte, laissez le reste flotter et revenez à la structure complète dès que le plancher est stable. La discipline, ici, n'est pas la rigidité. C'est la fidélité au cap malgré l'imperfection des jours. Mesurez ce qui alimente, pas seulement ce qui sort. Les résultats arrivent avec retard. L'indicateur utile est souvent en amont. Nombre d'heures protégées réellement tenues, nombre de décisions prises dans la fenêtre de clarté, nombre de fins proprement clôturées, rythme de récupération respecté. Quand ces fondations sont stables, les livrables suivent. Si un indicateur décroche, ne moralisez pas, cherchez la cause temporelle. Trop de dispersion? Réduisez les canaux et regroupez. Trop de fatigue? Allégez la fin de journée et renforcez le sommeil. Trop de report? Diminuez la taille des unités, rapprochez les boucles de validation, avancez la décision d'arrêt. La relation aux autres doit évoluer avec votre agenda. Annoncez vos fenêtres de disponibilité, expliquez votre logique de réponse, proposez des alternatives concrètes quand on vous demande un créneau qui sacrifie votre pic. La plupart des frictions viennent de l'implicite. Passer au explicite transforme le climat. Et quand vous devez déroger, faites-le consciemment. On peut sacrifier une fenêtre si l'enjeu le justifie, mais on compense dans la journée ou le lendemain pour que l'exception ne devienne pas la règle. Enfin, entretenez la motivation par la mémoire. Conservez les traces visibles de ce que le bon moment a permis. Une page écrite à l'heure claire, une décision prise sans hésitation, une livraison sans sprint final destructeur. Relire ces preuves au creux des semaines réinstalle la confiance. À intervalles réguliers, redéfinissez votre cap. Les projets finissent, d'autres commencent, les saisons de vie déplacent les priorités. Un agenda pertinent et vivant. Il s'adapte sans renier ses principes. Aligner l'exigence sur la lumière, protéger la profondeur, ritualiser les transitions, honorer la récupération. Vous n'avez pas besoin d'une volonté surhumaine pour tenir. Vous avez besoin d'un environnement temporel qui rend les bons choix plus faciles que les mauvais. La bonne nouvelle est que cet environnement se construit jour après jour, avec des décisions petites mais tenues. À ce stade du livre, vous possédez la grammaire du timing individuel, la respiration des projets et la cadence du collectif. Il vous reste à les faire danser ensemble. Le résultat n'est pas une vie réglée au millimètre. C'est une vie qui s'est jouée avec le temps. Choisir quand attaquer, quand explorer, quand conclure, et surtout quand se reposer. C'est là que le timing cesse d'être une idée séduisante et devient une pratique qui change la texture de vos journées. Chapitre numéro 5. Installer le timing dans la durée. Les saisons et les cycles longs. Jusqu'ici, le regard s'est posé sur la journée, le projet, l'équipe. Reste à embrasser une autre échelle,
celle des saisons de travail et de vie. Le temps n'avance pas en ligne droite. Il tourne comme une roue. Semaines, mois, trimestres, années forment des cycles qui n'ont pas la même texture ni la même exigence. Ignorer cette granularité, c'est s'épuiser à vouloir produire au même rythme en permanence. L'assumer, c'est donner à chaque période la tâche qui lui convient et laisser la régénération faire son œuvre. À l'échelle d'une semaine, la logique ressemble à une respiration étendue. Lundi et mardi plantent le décor et attaquent le dur, mercredi consolide et rectifie, jeudi transforme et pousse, vendredi élève le regard et clôt. Ce motif n'est pas une règle sacrée. C'est une ossature adaptable qui stabilise l'esprit. Quand le calendrier se charge, on protège au moins une matinée entière dédiée au travail profond pour éviter que tout ne dérive vers la gestion de surface. Lorsqu'il se détend, on en profite pour apprendre, refondre, nettoyer. Le mois, lui, sert de théâtre aux bascules. Il commence par un cadrage sobre. Ce qui doit exister à la fin, ce qui sera simplement avancé, ce que l'on laisse sciemment de côté. Au milieu, on tranche sur l'écart. Si la promesse initiale était trop ambitieuse, on la simplifie sans honte. Si elle était timide, on l'enrichit sans diluer. La fin du mois ritualise la capture des apprentissages, non comme une formalité mais comme une hygiène. Quelques paragraphes honnêtes suffisent à éviter de répéter la même erreur 4 fois l'année suivante. Le trimestre concentre la puissance. C'est l'horizon idéal pour un chantier significatif. Assez long pour bâtir quelque chose qui compte, assez court pour garder la pression saine. Il commence par un engagement net, assigné à un résultat visible. Au deuxième mois, l'effort passe de la construction à l'ajustement. On coupe ce qui alourdit, on renforce ce qui prouve sa valeur. Le troisième mois prépare l'atterrissage. On sécurise, on stabilise, on diffuse. Cette cadence trimestrielle donne du relief à l'année et empêche l'inertie d'installer ses quartiers. Quant à l'année, elle n'est pas seulement un nombre de jours, c'est une histoire à écrire. Elle gagne à être divisée en saisons de rôle dominant. Une saison d'expansion où l'on lance et ose, une saison d'approfondissement où l'on structure et consolide, une saison de moisson où l'on livre et diffuse, une saison de jachère relative où l'on récupère et recombine. Ces saisons ne coïncidant pas toujours avec le climat ni avec l'agenda social. Elles suivent votre réalité. L'essentiel est de décider quelle période sert quoi, puis de vivre cette décision. On ne peut pas simultanément construire, livrer, apprendre et se régénérer au même niveau d'intensité. On peut en revanche orchestrer l'année pour que chaque phase prépare la suivante. Cette pensée des cycles longs libère de l'illusion d'une performance uniforme. Elle installe une économie de l'effort, capable de tenir, d'accélérer, puis de respirer sans culpabilité. Elle autorise aussi la patience. Certains effets demandent des saisons entières pour apparaître. En les nommant, on cesse de presser une fleur pour la faire éclore plus vite. Fenêtre d'opportunité et choix majeurs. Au-dessus des cadences, il y a des carrefours. Changer de poste, lancer un produit, dire oui à une association, dire non à une tentation brillante, migrer vers une autre ville, reprendre une formation. Ces décisions ne se traitent pas comme une réunion hebdomadaire. Elles exigent un timing qui conjugue 3 dimensions. La fenêtre externe, l'état interne et la disponibilité réelle du système qui vous entoure. La fenêtre externe, c'est le monde. Un marché qui s'ouvre, une technologie qui arrive à maturité, une réglementation qui clarifie, un partenaire qui devient accessible, une demande qui affleure. On ne commande pas ces mouvements, on veille et on lit les signaux faibles. Chercher le moment parfait par calcul mène souvent au retard. L'ignorer par romantisme mène souvent à l'échec. Le bon repère est celui-ci. Quand le coût d'attendre une information supplémentaire dépasse le bénéfice probable de cette information, la fenêtre est ouverte. L'état interne, c'est votre énergie, votre clarté, votre tolérance au risque. L'enthousiasme brut ne suffit pas. L'épuisement camouflé par l'adrénaline ne tient pas. Avant un virage, on vérifie la jauge. Sommeil, attention, marge financière, soutien social. On s'assure que la décision n'est pas une fuite mais un choix. Si quelque chose doit être réparé en vous pour que la nouvelle route soit praticable, mieux vaut le faire avant d'y entrer. La disponibilité réelle, c'est l'écosystème. Aucun choix majeur ne se déploie dans le vide. Il s'appuie sur des personnes, des délais, des obligations en cours. Le moment juste peut être raté par l'enthousiasme si l'on néglige les dépendances. On anticipe. Qui doit être informé, qui doit donner son accord, qui devra prendre le relais,
Quel engagement en cours doit être clôturé proprement pour libérer l'attention? Une décision existe quand elle est formulée, datée, communiquée, et que son plan de transition est tracé. La mise en œuvre a, elle aussi, son timing. Au démarrage d'un grand pari, mieux vaut une phase d'incubation brève et dense. Valider la thèse minimale, exposer l'idée à un retour réel, retirer les illusions qui s'y accrochent. Vient ensuite une phase de montée en charge. Allouer des ressources sans les disperser, construire vite des itérations visibles, accepter que chaque semaine apporte une information qui peut modifier la trajectoire. Enfin, il faut une date de vérité, pas pour juger moralement, mais pour décider, poursuivre, pivoter ou arrêter avec élégance. Arrêter n'est pas renier. C'est libérer l'avenir d'un attachement coûteux. Le timing des choix majeurs ne se réduit pas à la chance. Il se travaille par préparation, par veille, par honnêteté. Lorsque les trois aiguilles, externes, internes, écosystème, se rapprochent, ne traînez pas. L'hésitation infinie érode les fenêtres. Avancez, même si le plan n'est pas parfait. L'action produit l'information qui manque. Identité temporelle, dérive et réinitialisation. À force d'aligner ses journées, d'orchestrer ses projets, de décider au bon moment, quelque chose de plus profond se dessine. Une identité temporelle. C'est la manière singulière dont vous habitez le temps, vos préférences de cadence, vos rituels de début et de fin, vos tolérances et vos intolérances, votre esthétique du travail bien fait. La reconnaître n'est pas une posture. C'est une pratique qui protège des dérives inévitables. Car tout système s'écarte avec le temps. Les demandes augmentent, les canaux prolifèrent, les promesses se superposent, l'agenda se peuple d'obligations sans auteur. La dérive commence sans bruit. Un créneau sacrifié ici, une exception acceptée là, une fin qui n'en finit plus parce qu'on a cédé sur les critères. La réponse n'est pas la culpabilité, c'est la réinitialisation périodique. À intervalles choisis, mensuels, trimestriels, on revient aux fondations. Quel est mon pic? Quel est mon creux? Où place-je le profond? Comment je clôt? Quelles sont mes règles de disponibilité? Qu'est-ce qui est redevenu flou? On retire ce qui s'est ajouté sans raison, on renégocie les engagements trop lâches, on restaure les marges de récupération. Cette remise à plat n'est pas qu'un nettoyage. C'est une manière de réaffirmer l'intention. L'identité temporelle se nourrit de quelques serments simples tenus avec régularité. Ne pas vendre ses meilleures heures à du superficiel, ne pas finir sans définir, ne pas sacrifier la récupération sur l'autel d'une urgence douteuse, ne pas changer de cap en plein milieu sans rendre la décision visible. Ces serments ne ferment pas la vie. Ils la cadrent pour qu'elle avance. Une identité vivante inclut la curiosité et la joie. Elle prévoit des fenêtres pour s'égarer volontairement, lire hors de son domaine, apprendre sans finalité immédiate, marcher sans destination autre que la disponibilité intérieure. Paradoxalement, ces temps inutiles nourrissent la qualité des moments utiles. Ils empêchent la pensée de se fossiliser, ils offrent des réassorts silencieux au magasin des idées. La longévité d'un système de timing se joue aussi dans la relation aux autres. Expliquez votre logique, annoncez vos fenêtres, respectez celles des autres, répondre sans vous dissoudre, demander des délais quand la qualité l'exige, remercier quand on vous protège. Cette civilité temporelle tisse une confiance rare. Elle ne fait pas perdre de temps, elle en crée. Quand la machine se grippe pourtant, maladie, crise, imprévu majeur, on revient au minimum vital. 2 ancrages suffisent à garder la flamme. Un bloc, même court, dédié à ce qui compte le plus, et une clôture, même modeste, pour ne pas exporter le chaos au lendemain. On tient sur ce fil jusqu'à ce que le sol redevienne ferme. Puis on réinstalle la partition. Rien n'a été perdu. La capacité de reprise fait partie de l'identité. Installer le timing dans la durée ne promet pas des jours sans heure. Cela promet une amplitude, une précision, une douceur de mouvement qui rendent les heures traversables. On cesse d'être ballotté par le calendrier et l'humeur collective. On choisit, autant que possible, la pente et le moment. Jour après jour, saison après saison, projet après projet, une cohérence se tisse. Elle n'a rien de spectaculaire, mais elle change la texture de la vie. Le temps ne devient pas plus lent, il devient plus habitable. Et à force d'habiter juste, on se surprend à aller plus loin avec moins d'efforts, à conclure sans s'épuiser, à recommencer sans se mentir. Conclusion. Tout au long de ces pages, une idée simple s'est imposée. Réussir ne dépend pas seulement de ce que l'on fait ni de la manière dont on le fait,
mais du moment où l'on agit. Le temps n'est pas un décor neutre. C'est une matière qui résiste ou qui porte. Nous avons appris à sentir sa texture au plus près, d'abord dans la journée, avec la courbe discrète qui nous conduit du pic de clarté au creux de mi-journée puis au rebond de fin d'après-midi. Ensuite dans la vie des projets, où les débuts fixent la pente, les milieux appellent un recentrage lucide et les fins exigent une clôture nette, puis dans le collectif, où la qualité du travail tient à la cadence partagée plus qu'à l'héroïsme individuel. Enfin dans la pratique quotidienne, où un agenda du bon moment transforme des intentions vagues en mouvements concrets, et dans la durée, où saison et cycle l'on donne à l'effort de la profondeur et de la respiration. Rien de tout cela n'appartient au domaine du vœu pieux. L'horloge intérieure existe, qu'on la respecte ou non, l'ignorer ne fabrique pas plus d'énergie, elle gaspille celle que l'on a. Aligner les tâches exigeantes sur la lumière du pic, réserver les heures plus souples aux explorations créatives, accepter les transitions, protéger le sommeil et les pauses, ce n'est pas de la fragilité, c'est de l'ingénierie. Le sentiment de fluidité qui en découle n'est pas une magie de motivation, c'est l'effet d'une friction réduite. On cesse de rameuter de la volonté là où la biologie réclame du ménagement, on réserve la rigueur aux minutes où elle coûte le moins, on accueille l'intuition quand l'esprit devient malléable. Un projet, lui aussi, obéit à cette logique temporelle. Le commencement n'est pas une cérémonie. C'est une trace tangible posée dans le monde qui rend le reste possible. Le milieu n'est pas un marécage fatal. C'est l'instant où l'on choisit de mesurer ce qui compte, d'abandonner le superflu, de resserrer la promesse. La fin n'est pas un vertige de perfection. C'est un atterrissage préparé qui convertit l'effort en résultat et en apprentissage. Cette façon d'habiter le temps rend les élans plus féconds, les traversées plus tenables, les sorties plus dignes. Dans le travail à plusieurs, la même sagesse s'applique. On n'impose pas un métronome, on dessine une respiration commune. Des rituels sobres installent la prévisibilité, des fenêtres d'attention protégées soutiennent la production, des espaces de friction utiles nourrissent la qualité des idées, des décisions prises à leur juste évitent l'érosion interminable. Une équipe performante n'est pas celle qui brûle plus d'heures, c'est celle qui accorde ses horloges, clarifie ses attentes et respecte la granulation du temps. Passer de la théorie à la pratique tient rarement à un grand geste. Cela commence par une cartographie honnête de sa journée telle qu'elle est, par l'orchestration d'un bloc de travail profond au moment où l'esprit tranche, par une clôture brève qui prépare la reprise, par des pauses prévues avant la panne. Puis vient la boucle d'ajustement. Observer, corriger une chose à la fois, tenir ce qui marche, jeter ce qui alourdit. Quand la vie bouscule, on garde un minimum vital. Un bloc pour ce qui compte, une clôture pour ne pas exporter le chaos, et on reconstruit dès que le sol revient sous les pieds. La constance, ici, ne ressemble pas à de la rigidité. Elle ressemble à une fidélité souple au cap. À l'échelle des mois et des années, le temps réclame des saisons. On ne peut pas tout faire au même niveau tout le temps. Il y a des périodes pour lancer, d'autres pour structurer, d'autres pour livrer, d'autres encore pour laisser reposer et recombiner. Cette rotation ne ralentit pas l'ambition, elle la rend durable. Les grandes décisions, elles, apparaissent quand trois aiguilles se rapprochent. La fenêtre extérieure qui s'ouvre, l'état intérieur qui peut porter, l'écosystème qui est prêt. Alors il faut trancher, non par bravade mais par clarté, et accepter que l'action fournisse l'information qui manquait encore. Au fil de ce chemin, une identité temporelle s'esquisse. Chacun découvre sa cadence, ses rituels de départ et de fin, ses limites non négociables, sa manière d'accorder exigence et douceur. La dérive reviendra, inévitable. On saura la corriger en réinitialisant les règles simples qui nous tiennent debout. Ne pas sacrifier ses meilleures heures au superficiel, ne pas laisser une fin s'étirer sans définition, ne pas renier la récupération au nom d'une urgence douteuse, ne pas confondre changement de cap et fuite. Cette hygiène crée une confiance rare, en soi, dans ses collaborations, dans la solidité de ses livraisons. Si vous ne deviez retenir qu'un geste, ce serait celui-ci, choisir, dès demain, un moment précis où vous protégerez une heure pour ce qui compte vraiment, le traiter comme un rendez-vous sérieux, le clore par une phrase qui prépare la suite. Faites-le une fois, puis 10, puis 100. Le reste suivra. Le bon moment n'est pas un éclair de chance. C'est une compétence qui se cultive jusqu'à devenir une manière d'habiter ses journées. Alors, les mêmes heures qu'hier changent de texture. Elles deviennent praticables, fécondes, transmissibles. Le temps, que l'on croyait ennemi ou patron, redevient un terrain. À vous d'y tracer votre trajectoire.